Arrêtez tout. Fermez vos applications de trading. Coupez les notifications qui inondent votre écran. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement sur le marché de l'argent. Parce que ce que vous voyez sur votre écran, ce prix à 83 $, ce n'est pas un prix de marché. C'est un prix fabriqué. Et la Chine vient de nous montrer exactement comment le mécanisme fonctionne. Le 29 janvier 2026, l'argent a touché 121 $ l'once. Un record historique absolu. 24 heures plus tard, le prix s'est effondré de 33%, de 121 $ à 75 $. En une seule séance. La pire journée pour l'argent depuis 1980, depuis les frères Hunt. Et les médias financiers vous ont servi l'explication officielle. Prise de bénéfices, volatilité normale, correction technique après une hausse parabolique. Mais c'est un mensonge par omission. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les coulisses, si vous examinez les décisions prises par le CME Group à Chicago et par la bourse de Shanghai, vous réaliserez que ce crash n'était pas un accident. C'était une opération coordonnée. Et elle révèle une vérité que personne dans les médias mainstream n'ose formuler. L'argent physique disparaît, et ceux qui contrôlent le marché papier perdent la partie. Nous sommes le 12 février 2026. Le cours de l'argent se situe autour de 83 $ l'once. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est le mécanisme précis que Pékin utilise pour contrôler le prix mondial de l'argent depuis l'intérieur de ses frontières. J'ai tout documenté. Chaque manipulation des marges, chaque mouvement des inventaires physiques, chaque décision de Pékin et ses conséquences sur le marché mondial, dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer ce qui a véritablement déclenché le carnage du 30 janvier. 3 événements se sont produits simultanément. Et ce n'est pas une coïncidence. Premier événement. Le président Trump a annoncé la nomination de Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale américaine. Warsh est un ancien gouverneur de la Fed, un vétéran de Wall Street formé à Stanford et Harvard. Il a été le plus jeune membre du Conseil des gouverneurs de l'histoire de la Fed quand il a été nommé pour la première fois en 2006, à l'âge de 35 ans. Les marchés le perçoivent aussi comme un faucon monétaire, quelqu'un qui préfère des taux d'intérêt élevés pour combattre l'inflation. Lui-même a déclaré lors d'une interview l'été dernier qu'il voulait un changement de régime à la Fed. Quand les marchés anticipent des taux élevés, les métaux précieux souffrent parce qu'ils ne versent pas d'intérêt. Le dollar s'est immédiatement renforcé. Et l'argent a commencé sa chute libre. Deuxième événement. Le CME Group, l'opérateur de la bourse des matières premières à Chicago, a relevé les exigences de marge sur les contrats à terme sur l'argent. Pas une fois. 3 fois en 10 jours. Le 13 janvier, ils avaient déjà changé toute la méthodologie de calcul. Au lieu de montants fixes en dollars, les marges sont devenues un pourcentage de la valeur du contrat. Puis, ils ont augmenté ce pourcentage de 15 à 18%. Ce que cela signifie concrètement, c'est que chaque trader qui détenait une position à effet de levier a reçu un appel de marge. Déposez plus d'argent immédiatement, ou nous liquidons votre position. Des millions de contrats ont été liquidés de force. Ce n'était pas de la vente volontaire, c'était de la vente mécanique, algorithmique, automatique. Et le troisième événement, le plus important, celui dont personne ne parle dans les médias occidentaux, la Chine. Depuis le 1er janvier 2026, Pékin a mis en place un système de licence pour l'exportation d'argent. Ce n'est plus une simple marchandise qu'on expédie librement. C'est désormais un matériau stratégique, placé au même niveau réglementaire que les terres rares. Le ministère du Commerce chinois a publié une liste de 44 entreprises autorisées à exporter de l'argent pour la période 2026 à 2027. 44. Sur des milliers de producteurs et de raffineurs dans tout le pays. Et les critères pour obtenir cette licence sont draconiens. Il faut produire au moins 80 tonnes d'argent par an, disposer d'une ligne de crédit d'au moins 30 millions de dollars et être certifié par l'État. Toutes les petites et moyennes entreprises sont exclues. De facto, c'est un système de quotas déguisé en système de licence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, la Chine a exporté plus de 4600 tonnes d'argent en seulement 11 mois. Avec ce nouveau système, les analystes estiment que les exportations pourraient chuter de 60 à 70%. 70% d'une source qui représente la majorité du raffinage mondial. Vous comprenez ce que cela signifie pour un marché qui est déjà en déficit structurel depuis 5 années consécutives. Le Silver Institute a confirmé que le déficit annuel en 2025 s'établit à 95 millions d'onces. La production minière mondiale stagne autour de 813 millions d'onces. La demande totale dépasse 1,1 milliard d'onces. Le déficit cumulé sur 5 ans approche les 820 millions d'onces. Et maintenant, le plus grand raffineur du monde ferme les vannes. Stop. Ce que je viens de vous montrer, la nomination de Warsh, les hausses de marge du CME, les contrôles à l'exportation chinois, ce n'est qu'une partie de l'histoire.
Dans la recherche financière, j'ai documenté 3 analyses que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. Premièrement, la liste complète des 44 exportateurs autorisés, lesquels sont contrôlés par l'État et quels liens ils entretiennent avec la politique de réserve stratégique chinoise. Deuxièmement, la chronologie détaillée du passage des licences au quota réel, basée sur le schéma observé avec le gallium et le germanium. Pékin a suivi exactement le même processus pour ces 2 métaux avant de transformer les licences en restrictions pures. L'argent est le prochain sur la liste. Troisièmement, l'impact concret sur l'industrie solaire européenne si la Chine réduit ses exportations d'argent de 40%. Avec les chiffres de demande par secteur, les délais de substitution et les scénarios de prix selon 3 niveaux de restriction. Avec toutes les données, toutes les sources, tous les liens que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. L'analyse complète de l'argent, plus les analyses sur le Venezuela, le dollar et les terres rares. Et chaque nouvelle documentation que je publie, un accès. Toutes les analyses. Pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer le mécanisme que Pékin utilise pour dissimuler la pénurie. En Chine, il existe 2 marchés parallèles. Le marché officiel du Shanghai Gold Exchange, où chaque lingot est soumis à une TVA de 13%. Et le marché non officiel de milliers de recycleurs et bijoutiers dans chaque province. Quand le gouvernement rationne le métal officiel pour les industries de défense, le prix devrait exploser. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations? Ou seulement ce résumé? La recherche financière complète, l'argent, le Venezuela, le dollar, les terres rares, et tout ce qui vient lit ainsi dessous. Continuons. L'autre côté de la balançoire vient de s'écraser avec une force massive. Quand l'offre officielle se tarit, l'offre recyclée inonde le marché comme un barrage qui cède. C'est une faille dans le code fiscal chinois que très peu d'analystes occidentaux ont identifiée. Une rivière souterraine d'argent qui circule sous la surface du marché visible. Laissez-moi vous expliquer en détail comment fonctionne cette architecture. En Occident, vous avez un prix spot, un seul prix de référence. En Chine, le marché officiel du SGE impose une taxe sur la valeur ajoutée de 13% sur chaque lingot. À 83 $ l'once, cela représente plus de 10 $ de surcoût par once. Normalement, le SGE libère du métal des réserves gouvernementales pour maintenir la liquidité. Mais quand les coffres se vident, quand le gouvernement rationne pour les industries de défense, les primes devraient exploser à 50% au-dessus du spot mondial. Elles n'explosent pas. Et la raison révèle l'état réel du marché. En Chine, il existe une exemption fiscale pour les petits contribuables. Si vous opérez comme petit recycleur, comme bijouterie familiale, comme négociant en ferraille, et que votre chiffre d'affaires mensuel reste sous 100 000 yuans, soit environ 14 000 $, vous êtes exempté de la TVA. Vous ne payez pas les 13%. Vous opérez complètement en dehors du système fiscal officiel. Maintenant, réfléchissez à la structure d'incitation économique que cela crée. En ce moment même, les lingots officiels du SGE sont chers et difficiles à obtenir à cause du rationnement gouvernemental. Mais l'argent de rue, les vieux bijoux, la ferraille électronique, les déchets industriels, tout cela dort dans les mains de la population civile chinoise. Et parce que ces petits négociants sont exemptés de la taxe, ils peuvent vendre leur argent recyclé sur le marché, avec une décote automatique de 13% par rapport au prix officiel. Ils sous-cotent le SGE mécaniquement, sans effort, sans stratégie, juste par la structure du code fiscal. Alors quand la fenêtre officielle se ferme, la fenêtre de la ferraille explose. C'est exactement ce que nous observons en temps réel. La pression baissière sur les prix ne vient pas de nouvelles productions minières entrant sur le marché. Elle vient d'un tsunami d'activités de recyclage populaire à l'échelle d'un pays d'1,4 milliard d'habitants. Les Chinois voient ces prix historiquement élevés et ils liquident leur métal usagé. Ils récupèrent les composants en argent des panneaux solaires déclassés. Ils fondent des bijoux de famille transmis sur 3 générations. Ils démontent de la ferraille électronique. Ils inondent le marché domestique de métal hors taxe qui contourne complètement l'échange officiel. Cette inondation de ferraille fonctionne comme une soupape de décompression intégrée dans le système. Elle tue les primes temporairement. Elle crée l'illusion qu'il existe beaucoup d'argent disponible, alors qu'en réalité, le pays consume sa propre richesse accumulée au fil des décennies. C'est la balançoire en action. Quand l'échange est chargé en inventaire, le marché de rue est léger. Quand l'échange est vide, comme maintenant, le marché de rue devient lourd. Pékin adore ce mécanisme. Il permet de dissimuler l'ampleur réelle de la pénurie aux citoyens domestiques et aux observateurs internationaux. Il permet aux responsables gouvernementaux de se présenter devant les caméras et de déclarer que le marché est approvisionné, que les prix sont stables, qu'il n'y a aucune crise. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que cette offre a une date d'expiration.
On ne peut recycler le même argent qu'un nombre limité de fois avant qu'il ne soit définitivement incorporé dans des applications industrielles irréversibles. On ne peut fondre les bracelets de grand-mère qu'une seule fois. Ils ne se régénèrent pas. Ce n'est pas du nouvel argent extrait de la terre. C'est de l'ancien argent brassé dans le système comme une machine à laver en cycle permanent. Et à chaque cycle, un peu plus de métal disparaît dans des applications dont il ne reviendra jamais. Voici l'information critique qui confirme que la thèse haussière reste intacte. Cette inondation de ferraille représente la dernière ligne de défense du système. Le fait que le marché s'appuie désormais sur des petits recycleurs exemptés de taxes pour fixer le prix vous indique clairement que les réserves stratégiques gouvernementales sont épuisées. Si le SGE possédait du métal disponible dans ses coffres, il le vendrait agressivement pour collecter les revenus fiscaux. La TVA de 13% sur les transactions d'argent à ces niveaux de prix représente des milliards de dollars de recettes pour l'État. Le fait qu'il se retire et laisse le marché de la ferraille absorber le volume prouve que les coffres officiels sont vides. Ils brûlent les meubles pour chauffer la maison. Ils n'ont plus de bois de chauffage. Alors quand vous regardez le graphique et que vous voyez le prix lutter pour se maintenir autour de 83 $, ne supposez pas que c'est parce que la demande est faible. La demande est vorace. Elle est insatiable. C'est l'offre cachée provenant de la faille fiscale qui comble temporairement le déficit. Mais que se passe-t-il quand la ferraille se tarit ? Que se passe-t-il quand tous les bijoux ont été fondus, quand toute la ferraille électronique a été récupérée, quand les fruits faciles du recyclage sont épuisés ? Alors la balançoire se brise complètement. Il n'y a plus d'offre officielle. Et il n'y a plus d'offre de ferraille. C'est le moment du mouvement vertical. C'est le moment où le prix ne dérive pas vers le haut. Il explose. En attendant, ce mécanisme produit un autre effet crucial pour la structure du marché. Il refroidit le sentiment. Il trompe les investisseurs particuliers en Occident en leur faisant croire que la fête est finie. Et nous observons des signes indéniables de ce refroidissement en ce moment même aux États-Unis. L'un des plus grands négociants en métaux précieux d'Amérique du Nord vient d'envoyer un signal qui confirme que la phase touristique de ce rallye est officiellement terminée. Souvenez-vous, de fin janvier, pendant la ruée vers les 121 $, les principaux négociants ont imposé des minimums de commandes sans précédent dans leur histoire opérationnelle. Vous ne pouviez pas acheter une seule once. Il fallait dépenser au moins 500 $ par commande. Pour certains produits, le plancher était de 1000 $. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient submergés par des dizaines de milliers de micro-commandes provenant d'investisseurs particuliers paniqués qui tentaient frénétiquement d'entrer sur le marché. L'infrastructure logistique s'effondrait. Les départements d'expédition étaient débordés au-delà de toute capacité. C'était de la manie spéculative pure, une ruée. Mais aujourd'hui, la ruée est rentrée chez elle. Tous les minimums de commandes ont été supprimés. Les délais de livraison se résorbent, les notifications de stock disponibles réapparaissent sur les pages produits. Le volume de commandes a chuté d'une falaise. Le silence est assourdissant. Les analystes amateurs regardent cette situation et proclament que la demande est morte, que le rallye est terminé, que personne ne veut plus d'argent. C'est l'interprétation superficielle de ceux qui ne comprennent pas comment fonctionnent les marchés haussiers durables. L'interprétation professionnelle est exactement l'inverse. Ce refroidissement est le développement le plus haussier qui pouvait se produire pour la structure du marché. Pourquoi ? Parce que les investisseurs particuliers sont la pire fondation possible pour une hausse durable. Ils sont émotionnels, volatiles, ce sont des mains faibles par définition. Ils achètent au sommet absolu, poussés par la peur de manquer le train, et ils vendent au plancher absolu, poussés par la terreur pure. Les personnes qui ont inondé les négociants fin janvier sont les mêmes personnes qui ont vendu en panique quand le prix a touché 75 $. Ce sont des touristes qui visitent le marché temporairement, et maintenant les touristes ont quitté le bâtiment. Ce qui reste, c'est un marché assaini. Les personnes qui achètent de l'argent à 83 $ aujourd'hui ne le font pas parce qu'elles ont vu une vidéo virale. Elles le font parce qu'elles comprennent la pénurie structurelle au niveau fondamental. Ce sont les mains de diamant. Les investisseurs qui accumulent depuis des années à travers chaque cycle. Et plus important encore, l'absence de bruit spéculatif permet aux grands acteurs institutionnels d'entrer dans le marché sans perturbation. Quand les lignes téléphoniques se sont saturées par 10 000 personnes achetant chacune une once, le gestionnaire de fonds qui cherche à acquérir 1 million d'onces ne peut pas opérer efficacement. Le bruit déforme la découverte des prix. Il crée une volatilité artificielle. Maintenant que le bruit a disparu, l'argent intelligent peut accumuler des positions sans déclencher de frénésie qui fait exploser les primes à des niveaux absurdes. Ne confondez pas le silence avec la faiblesse. C'est l'œil du cyclone. C'est la période de consolidation où le métal migre des mains faibles qui ont acheté au sommet et vendu au plancher vers les mains fortes qui achètent la correction et conservent indéfiniment. Revenons maintenant sur ce que les hausses de marge du CME signifient réellement.
Parce que ce mécanisme est au cœur de la manipulation que la plupart des investisseurs ne comprennent tout simplement pas. Depuis le 13 janvier 2026, le CMU Group a changé toute sa méthodologie de calcul des marges pour les métaux précieux. Les marges ne sont plus des montants fixes en dollars, elles sont désormais calculées en pourcentage de la valeur du contrat. Ce changement est fondamental et ses implications sont dévastatrices pour les spéculateurs. Quand l'argent était à 30 $ l'once il y a un an, une marge de 15% représentait environ 22 500 $ par contrat de 5 000 onces. À 80 $ l'once, la même marge de 15% représente 60 000 $. Et à 18%, le taux actuel, elle grimpe à 72 000 $, un triplement du coût d'entrée en quelques semaines. C'est une arme anti-spéculation d'une puissance dévastatrice. Chaque hausse de marge déclenche une cascade de liquidation forcée. Les traders qui ne peuvent donc pas déposer les fonds supplémentaires voient leur position liquidée automatiquement par leur courtier. C'est exactement ce mécanisme qui a transformé la correction en crash le 30 janvier. La nomination de Warsh a été le catalyseur émotionnel, les hausses de marge ont été l'accélérateur mécanique, et la ferraille chinoise a été le stabilisateur qui a empêché le prix de remonter trop rapidement une fois la panique dissipée. 3 forces convergentes. Aucune n'est accidentelle. Mais l'histoire nous enseigne une leçon précieuse sur les hausses de marge. En 1980, le CME a relevé les marges 5 fois en 9 jours pour briser la position des frères Hunt sur l'argent. Le prix est passé de 50 $ à 11 $. Destruction totale. Mais le marché haussier séculaire des matières premières n'était pas terminé. En 2011, des hausses de marge similaires ont fait chuter l'argent de 49 $ à 26 $. Mais cette fois, les fondamentaux étaient faibles. Il n'y avait pas de déficit structurel. L'argent a mis des années à se rétablir. La différence fondamentale avec 2026, c'est que les fondamentaux n'ont jamais été aussi solides dans l'histoire de ce métal. 5 années consécutives de déficit structurel. La Chine, qui verrouille ses exportations avec un système de licences restrictif. La demande industrielle pour les panneaux solaires qui continue d'exploser malgré les tensions géopolitiques. Les inventaires des bourses occidentales en chute libre. Les hausses de marge éliminent l'effet de levier spéculatif. C'est leur fonction. Mais elles ne changent pas la réalité physique du marché. L'argent reste incorporé dans les panneaux solaires qui produisent de l'électricité pendant 30 ans. L'argent reste dans les circuits électroniques de chaque smartphone et de chaque serveur. L'argent reste dans les composants des équipements militaires de pointe. Les atomes conservent leur valeur indépendamment du prix affiché sur un écran de trading. Voici votre feuille de route pour les semaines à venir. Le prix actuel autour de 83 $ se situe dans une zone de consolidation naturelle. Le marché digère le choc du 30 janvier. L'effet de levier a été purgé du système par les hausses de marge successives. Le sentiment est passé de la manie euphorique à l'ennui prudent. Et dans l'univers de l'investissement, l'ennui est du carburant de fusée. Quand le public s'ennuie, le prix se stabilise. La volatilité se comprime. Les structures de marché ont le temps de se former proprement sans l'interférence du bruit spéculatif. Et puis, quand personne ne regarde, quand les forums sont silencieux et que les commentateurs sont passés au sujet tendance suivant, le prix s'envole verticalement. Résumons ce que nous avons appris. Le crash du 30 janvier n'était pas un effondrement du marché haussier. C'était la convergence de 3 forces mécaniques parfaitement synchronisées. La nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale, perçu comme un faucon monétaire qui maintiendrait des taux élevés. 3 hausses de marge consécutives par le CMU Group passant de 15 à 18%, déclenchant des liquidations forcées massives. Et le mécanisme de la balançoire chinoise qui inonde le marché de ferraille recyclé provenant de petits négociants exemptés de taxes, dissimulant la réalité de coffres gouvernementaux vides. La pénurie structurelle n'a pas changé d'un iota. 5e année consécutive de déficit. Production minière stagnante autour de 813 millions d'onces. Demande qui dépasse le milliard d'onces. Déficit cumulé de 820 millions d'onces sur 5 ans. Exportation chinoise en voie de s'effondrer sous le nouveau régime de licence. Les touristes sont partis. Les mains faibles ont été éliminées. L'effet de levier a été purgé. Le marché appartient désormais aux investisseurs qui comprennent les fondamentaux. Ceux qui savent que 44 licences d'exportation ne suffisent pas à approvisionner un monde qui consomme plus d'1 milliard d'onces par an. Ceux qui comprennent que la ferraille recyclée est une ressource qui s'épuise avec chaque cycle. Ceux qui voient clairement que chaque hausse de marge élimine des spéculateurs, mais ne crée pas une seule once de métal physique. La balançoire chinoise retarde l'inévitable. Elle ne peut pas l'arrêter. Quand la ferraille se tarira, le prix ne dérivera pas doucement vers le haut. Il bondira violemment, sans avertissement. Restez informés, restez préparés. Si ce contenu vous aide à comprendre ce qui se passe vraiment sur les marchés, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que demain, les chiffres auront changé, et vous devez être là quand ils changeront.
On se retrouve très bientôt avec les derniers développements.